bienvenue à Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'immobilier en Chine. En quelques décennies, le pays a radicalement changé de visage. L'urbanisation se fait à un rythme effréné, les prix flambent dans les villes. Alors, jusqu'où ira la bulle immobilière chinoise ? Comment fait-on aujourd'hui pour se loger en Chine? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais tout de suite, c'est le sommaire de Sinosphère. À Pékin, le balai des grues est incessant et des quartiers entiers naissent dans des banlieues toujours plus lointaines. Pour accueillir une population urbaine en explosion, les tours montent de plus en plus haut. Au centre-ville, l'habitat et les modes de vie traditionnels disparaissent. Les gens du peuple, comme nous, on est habitués à la vie dans les cours et on préférerait rester ici. Dans une ville en constante mutation, comment les Pékinois arrivent-ils à se loger ? Nous sommes sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de nos deux invités. Bonjour. D'abord Li Mingyue, vous êtes doctorante à l'Institut d'urbanisme de Paris. Votre thèse porte sur la politique du logement social en Chine. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Guillaume Janet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Gide. Vous avez vécu 6 ans en Chine où vous vous êtes occupé de projets immobiliers. Alors avant de parler immobilier aujourd'hui, puisque c'est le thème de l'émission, je vous propose d'abord de découvrir un reportage. Il est signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Les grues sont encore à l'œuvre, les immeubles à peine sortis de terre, mais la résidence Royal Palace a déjà ouvert son bureau de vente. La famille Zhao est au grand complet pour sa deuxième visite en 2 jours. Dans la salle des maquettes, le père et le fils font un dernier repérage. Mon fils habite tout près d'ici. Oui, moi j'habite là, et les parents, ils vont habiter ici. Ce sera tout près comme ça. Le quartier n'est pas terrible encore, donc ils font des promotions pour arriver à vendre davantage. Les Zhao ont un budget de 230 000 € pour loger leurs parents. Il faudra se décider vite. À 2 600 € le mètre carré, la résidence est bon marché. Une 50aine de logements ont été vendus dès le premier jour. Ils prennent en charge les finitions intérieures et ça c'est bien. Ils vont mettre du parquet à cet endroit-là et ici aussi, partout. Et à l'étage, ce sera de la moquette. Tout sera recouvert sur toute cette grande surface. Pour faire leur choix, les Zhao n'ont pas beaucoup de cartes en main. Seulement quelques plans, des maquettes et des vidéos un peu kitsch. Ici, si tu attends que ce soit construit, tout est déjà vendu. En Chine, on achète presque toujours sur plan. C'est toujours comme ça, les appartements déjà construits, c'est rare. Mais il y a des appartements témoins. En général, le résultat final ressemble aux maisons témoins. Dans les appartements témoins, la famille se sent très vite à l'aise. La visite se fait en chaussons et il est interdit de faire une pause dans les canapés. Mais ces contraintes ne gênent pas les Zhao. Chacun s'imagine déjà dans sa pièce de prédilection. Regarde cette pièce, ça fait un grand espace, c'est vraiment bien. Bon, cette estrade-là, ce n'est pas terrible. Et il y en a dans chaque pièce. Pour 2, c'est petit. Elle est vraiment étroite cette cuisine. Mais bon, de toute façon, c'est toujours moi qui fais à manger. Même s'ils se décident à acheter, les Zhao devront être patients. Les appartements ne seront livrés que fin 2013. Des résidences comme celle-ci sont mises en vente toutes les semaines à Pékin. Parfois, ce sont des quartiers entiers qui poussent en quelques mois. La ville grandit à toute vitesse et pour loger ses quelques 20 millions d'habitants, le moindre terrain devient la cible des promoteurs. C'est le cas de ce quartier, idéalement situé au cœur de Pékin. Les petites maisons en briques et leurs jardins attenants cèdent progressivement la place à des barres d'immeubles. Sur les quelques bâtisses encore debout, les caractères blancs annoncent l'imminence du balai des bulldozers, un crève-cœur pour les habitants qui résistent encore à l'expropriation. Ben oui, bien sûr que ça me fait quelque chose de devoir partir. Moi, j'ai grandi ici, cela fait plus de 40 ans. Je suis attaché à cet endroit. Ran Chanming habite toujours dans la maison construite par son grand-père. À l'époque, le quartier n'était encore qu'un village, bien éloigné du centre-ville. Quand j'étais petit, ce bout de terre-là, ce n'était pas en ville, c'était la campagne. Ça, c'est ma maison. Ici, on était loin du centre. La ville ne commençait que beaucoup plus loin. C'est comme si on était dans une ville nouvelle. Aujourd'hui, il y a 5 périphériques. Et ici, on se retrouve au centre-ville. Mais Ran Chanming ne restera plus très longtemps dans la maison de ses ancêtres.
Depuis des mois, il est en pourparlers avec un promoteur immobilier qui lui offre pour toute compensation un petit appartement dans une banlieue lointaine. Il nous encourage à aller vers cette nouvelle résidence, mais il ne se demande pas si c'est bien pour nous. Moi, je veux pouvoir choisir. Après tout, ils détruisent ma maison. Et si je veux revenir au même endroit, comment je fais? Et si je veux me rapprocher du centre-ville, comment je trouve l'argent? Moi, je ne veux pas aller dans cette nouvelle résidence. C'est loin, je ne connais pas le quartier, je ne connais personne là-bas. Je ne veux pas y aller. Mais Ran Chanming n'aura pas le choix. À Pékin, les quartiers traditionnels disparaissent les uns après les autres et les indemnités ne permettent pas aux propriétaires de se reloger au cœur de la ville. Habiter en banlieue, c'est aussi le lot des classes moyennes pékinoises, chassées du centre par la flambée des prix. Pan Yonggan a 30 ans et vient d'acquérir un 2 pièces à 15 km de la ville. À son âge, acheter un appartement n'est pas un choix, c'est presque une obligation. En fait, les Chinois qui achètent un appartement, en général, c'est parce qu'ils veulent se marier. C'est l'objectif final. Si tu n'es pas propriétaire de ton appartement, la fille ne voudra pas t'épouser. C'est ça la Chine. Pour devenir propriétaire et espérer un jour épouser sa compagne, Pan Yonggan a pu compter sur l'aide de ses parents. Mais il a surtout contracté un prêt bancaire conséquent à taux variable. Les taux d'intérêt, ça fait peur. Moi, par exemple, j'ai emprunté 580 000. Dans 20 ans, quand j'aurai tout remboursé, ça m'aura coûté à peu près le double. Plus d'1 million. En fait, les 10 premières années, je ne rembourserai que les intérêts. Et les 10 dernières, je rembourserai ce que j'ai vraiment emprunté. En Chine, les jeunes propriétaires croulent sous le poids de leurs dettes. La situation est si courante qu'elle a donné naissance à une nouvelle expression. Je suis un esclave immobilier. On est tous des esclaves immobiliers. À partir du moment où tu empruntes pour acheter un appartement, tu deviens un esclave. Les taux d'intérêt augmentent, tu dois rembourser toujours plus. Et tu n'as aucun contrôle sur la situation. Pour limiter la spéculation et lutter contre les risques de bulles immobilières, les autorités chinoises ont adopté des mesures draconiennes. Après une augmentation de 13% l'an dernier, les prix commencent à s'infléchir. Mais pour la Chine, l'exercice est périlleux car l'immobilier est un moteur de l'économie. En 2010, il représentait près de 12% du produit intérieur brut. Alors, je vais commencer avec vous, Li Mingyue. Comment est-ce qu'on peut déjà expliquer cette hausse, cette flambée des prix de l'immobilier en Chine ? Je pense que déjà en Chine, on a une forte demande parce qu'avant, on avait une économie socialiste, une économie planifiée et puis on a passé à l'économie de marché. Donc tout d'un coup, on a établi un marché immobilier. Donc les gens ont le choix de leur propre appartement. Donc avant, ce n'était pas le cas. Et puis comme montré dans l'émission pour les jeunes mariés, et puis c'est presque obligatoire d'avoir un appartement, mais c'est aussi parce qu'il y a une spéculation forte comme dans tous les marchés dans le monde. Alors justement, en parlant de spéculation, Guillaume Janet, je me tourne vers vous. Quel est le rôle des promoteurs immobiliers dans cette flambée des prix, notamment dans la capitale et dans les grandes villes ? Le rôle des promoteurs n'est pas la cause unique d'un phénomène spéculatif en Chine. Vous avez une conjonction de facteurs qui s'explique. Un des premiers éléments, je pense, c'est une politique du crédit qui a été assez favorable à l'investissement et finalement à la spéculation immobilière pendant plusieurs années, que peut-être les autorités aujourd'hui ont du mal à réfréner au risque de peut-être faire éclater une bulle si elle existe déjà, ou en tout cas de ralentir trop fortement la croissance. Alors, au niveau justement du gouvernement, le gouvernement chinois tente depuis 2 ans à peu près de faire baisser les prix. Li Mingyue, quelle solution a été trouvée pour l'instant pour essayer de contrôler cette inflation des prix ? Je pense que le gouvernement il a déjà mené quelques mesures anti-spéculatives. Par exemple, il y a une limitation du nombre de logements acquis par un seul ménage. Et puis, il y a une différenciation de taux de prêt entre le premier accession et puis le multi-accession. Je pense qu'ils ont des effets sur le marché, mais en fait, ce genre de mesures, il s'appuie plutôt sur la demande. Et puis, on n'a pas vraiment augmenté l'offre. Donc le prix, je pense qu'il continue d'être haut, mais la transaction, elle baisse un petit peu. Guillaume Janet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est efficace, toutes ces mesures? Elles ont quand même eu un impact parce que
quand les effets de la crise immobilière qu'on continue à ressentir aujourd'hui sont apparus, on avait à l'époque en Chine des réglementations qui visaient déjà à contrôler ou à réfréner les volontés ou les possibilités d'acquérir des biens immobiliers. Notamment, on avait des obligations de paiement ou de dépôt de financement en fonds propres par les acquéreurs significatifs qui étaient de l'ordre de 20% du prix d'acquisition. Ça a été augmenté aujourd'hui à 30%. C'est pas rien pour un ménage, pour un foyer, d'avoir à payer dès l'acquisition 30% du prix total de l'acquisition. C'est un exemple des mesures qui sont mises en œuvre. Elles ont évidemment un impact. Ensuite, il faut comprendre qu'on a un gouvernement qui doit aussi faire face à des tentations contradictoires. Elles sont à la fois maintenir une activité économique à un niveau satisfaisant, puisque c'est de là que le gouvernement tire une grande partie de sa légitimité. Et en cela, il ne faut pas briser le cercle de croissance dans lequel s'inscrit le secteur immobilier depuis de nombreuses années maintenant. Et en même temps, comme dans d'autres secteurs, on voudrait entre guillemets limiter la surchauffe. Et donc, on a des variations de législation qui se succèdent et qui visent à satisfaire l'un et l'autre des objectifs sans qu'on arrive toujours à faire une synthèse satisfaisante. Et donc, quand la crise a éclaté en 2008, on a eu un afflux de capitaux sur le marché, une politique d'octroi de crédit plus laxiste qui a fait que les mesures plus restrictives qui étaient mises en œuvre auparavant, 2004, 2005, 2006, 2007, et qui avaient commencé à produire leurs effets, se sont trouvées un petit peu annihilées. Ça a relancé l'inflation à cette époque-là et l'augmentation des prix. Et aujourd'hui, on arrive à une situation un peu opposée où, puisque la crise finalement n'a presque pas impacté le secteur de l'immobilier en Chine, on se dit maintenant, mince, il faut essayer de contrôler. Et une fois encore, le balancier repart dans l'autre sens. Alors, Li-Mingyi, vous l'avez mentionné, hein, Guillaume Janet, le secteur de l'immobilier est très important pour la croissance chinoise. Vous pouvez nous expliquer ça, cette importance-là ? Oui, je pense que la croissance économique nationale, il est tiré aussi par le secteur immobilier et puis il y a le secteur de bâtiment, de la construction, donc ça crée des emplois, ça rapporte de l'argent et puis le secteur, comment dire, les promoteurs, ils ont gagné beaucoup d'argent et puis en fait pour la question tout à l'heure, je voulais juste ajouter, c'est en 2007 le gouvernement chinois a lancé une politique de logement social. L'un des objectifs de cette nouvelle politique est aussi pour baisser ou on peut dire, stabiliser le prix immobilier, ou aussi pour protéger les familles modestes. Alors on va revenir sur la question du logement social tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Juste pour conclure sur le secteur immobilier, Guillaume Janet, vous pensez quelle est la marge de manœuvre finalement du gouvernement chinois? Vous avez souligné ce paradoxe-là. Comment on fait en gros pour éviter que les prix s'affolent trop sans freiner la croissance chinoise? La marge, elle est étroite, elle est d'autant plus étroite que si l'on en croit certains experts, la bulle est déjà significativement formée et importante. Donc on est a priori plus dans une phase où on peut limiter la formation de cette bulle ou son expansion, mais on est dans un stade où on essaie de la contrôler, de faire en sorte qu'elle n'éclate pas. Donc dans cette perspective, la marge est étroite, mais un des éléments probablement qui peuvent être envisagés, c'est de jouer sur l'offre et pas seulement sur la demande, ce que Li-Mingyi a expliqué, c'est-à-dire que c'est ce que le gouvernement est en train de faire, puisque le plan quinquennal qui commence à être mis en œuvre aujourd'hui, qui a commencé à être mis en œuvre l'an dernier, a notamment pour objectif d'augmenter la mise sur le marché de logements sociaux. Donc on va continuer à favoriser la construction, mais en même temps on voudrait favoriser une construction de logements à prix, disons, réduit. Donc, dans cette perspective, le gouvernement chinois espère pouvoir réduire l'inflation sans faire éclater la bulle immobilière et en continuant à alimenter les chantiers de construction. Est-ce que ça va marcher? Alors, le paradoxe, c'est qu'en Chine, on rase beaucoup, mais on préserve aussi beaucoup. C'est ce que nous allons voir dans un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Il porte sur les Seheyuan. Ce sont ces fameuses maisons traditionnelles chinoises à court carré qui s'arrachent à prix d'or dans la capitale. À Pékin, les quartiers anciens se font de plus en plus rares. Les quelques poches de résistance à l'urbanisation moderne sont devenues des attractions pour touristes
les paisibles ruelles de la capitale sont aujourd'hui envahies par les pousse-pousse et les vendeurs à la sauvette. Les maisons basses, aux murs gris et aux toits de tuiles, vestiges de l'habitat traditionnel, abritent désormais des hôtels, des bars ou des boutiques. Pourtant, dans les zones épargnées par l'agitation touristique, quelques havres de paix existent encore. Cette maison appartient à un descendant d'une famille proche de l'empereur. C'était une de leurs habitations, une petite. Han Wei est architecte, spécialisé dans la restauration des Sereyuan, ces cours carrés qui structuraient autrefois le centre de Pékin. Han Wei supervise ce chantier depuis quelques mois. Son objectif, conserver les matériaux et le savoir-faire traditionnel, mais reconstruire un habitat adapté à la vie moderne. Avant, les pièces étaient très étroites. Il n'y avait pas de sanitaire. Ici, on va faire des sanitaires indépendants dans chaque partie et toute l'installation sera très moderne. Il y aura l'air conditionné, le chauffage, des systèmes d'évacuation modernes. Les travaux sont d'autant plus importants que la maison avait été très abîmée pendant la révolution culturelle. À l'époque, des constructions anarchiques avaient colonisé la cour. Han Wei cherche aujourd'hui à lui redonner une structure classique. Ça, ce sera la porte principale. Il faudra contourner un mur d'entrée. Là, il y aura un passage, les bâtiments principaux, à l'est et à l'ouest, la partie centrale, ici. Et sur le côté, on va construire une grande salle à manger. Et là, il y aura une deuxième petite cour avec les arbres. Mais pour transformer le site en un mini-palais moderne, l'investissement est massif. Cette cour-là, elle fait 800 mètres carrés. 80 millions d'yuan pour le terrain. Ensuite, il faut la restaurer. C'est environ 100 millions d'yuan. Et je ne parle pas du prix de vente. C'est à peu près ça. 8 millions d'euros pour le terrain et 10 millions de travaux, un record pour la capitale. Même quand elles sont moins grandes et moins bien restaurées, les cours carrés se vendent et se louent à prix d'or. Les loyers des plus belles dépassent les 7 000 euros par mois. Bulle de calme, dans l'agitation pékinoise, les Sereyuan sont devenus la cible des expatriés et des Chinois les plus fortunés. Alors à présent, Guillaume Janet, on va parler de propriétaires et de locataires en Chine. Déjà, qu'est-ce que c'est être propriétaire en Chine? C'est quand même un pays communiste, donc qu'est-ce que ça signifie? Alors, être propriétaire en Chine, en tout cas d'un point de vue foncier ou immobilier, ça suppose avoir un droit sur la terre, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas propriétaire au sens où nous on l'entend en France, de propriétaire perpétuel. Vous avez un droit limité dans le temps qui est pour ce qui est de l'habitation 70 ans en principe. Et pendant 70 ans, vous pouvez construire et utiliser ce que vous avez construit sur cette terre. Et alors, Limini, est-ce qu'il y a beaucoup de propriétaires en Chine ou est-ce que l'accession à la propriété est très difficile? En fait, j'ai un chiffre à vous dire. En Chine, selon les statistiques, dans le 266 villes, le taux de propriétaires atteint 82%. Donc c'est beaucoup par rapport à la France. À ma connaissance, en France, le taux de propriétaire, c'est moins de 60%. Alors c'est étonnant parce qu'on parle de flambée des prix, c'est-à-dire que quand même les Chinois parviennent malgré tout à acheter. Oui, parce que si on n'a pas de moyens d'acheter aujourd'hui, on n'aura pas demain non plus. Parce qu'on veut acheter aujourd'hui le plus tôt possible, sinon le prix va augmenter. Et alors comment les Chinois font, Guillaume Janet, pour acheter? Ils empruntent, ils ont recours à la solidarité familiale, comment ça se passe? On l'a vu dans le reportage, il y a une dette assez significative en vue de l'acquisition de biens immobiliers. Et c'est comme ça depuis déjà presque 20 ans maintenant. La personne dans le reportage parlait même d'être un esclave immobilier. Liminier, c'est fréquent ça en Chine, les gens qui s'endettent à tout prix pour être propriétaires à coûte que coûte. Oui, c'est très courant. Et puis, l'esclave immobilier, c'est aussi une expression qu'on entend souvent. Et puis, les parents, ils aident leurs enfants pour acheter, pour payer une grande partie. Quitte à s'endetter. Là-dessus, je pense qu'il faut, enfin, peut-être pour comprendre un peu pourquoi ça peut être différent de la France, c'est que si on prend une ville comme Pékin, vous avez un prix moyen en mètre carré aujourd'hui de 24 000 renminbi, ce qui fait plus ou moins 2600 euros du mètre carré. Et le salaire moyen mensuel à Pékin, c'est de l'ordre de 400 euros. Donc, vous avez un delta qui est significativement supérieur à ce que vous auriez en France. Donc l'endettement joue un rôle critique par rapport à tout ça.
Et les ménages l'acceptent de s'endetter à ce point, les miniers? Oui, je pense qu'on est obligé d'acheter. Parce que comme je viens de vous expliquer, sinon on n'aura pas le moyen demain pour l'acheter non plus. Alors justement, vous travaillez sur la question du logement social. Ça existe, les logements sociaux en Chine, et quelle est la différence avec les logements sociaux en France? En fait, le logement social existe depuis des années 90, mais à ce moment-là, comment dire, les logements, on appelle logement économique, ça permet de l'accession à la propriété. C'est pas comme la France, les logements sociaux sont pour la plupart locatifs, mais chez nous, ça permet l'accession à la propriété. Et puis aujourd'hui, le gouvernement il a relancé l'intention de développer les logements sociaux. En fait, ils ont aussi créé un nouveau type de logement sociaux, ça s'appelle logement locatif public. Ça, et qui a droit à ces logements sociaux d'ailleurs? C'est plutôt pour le logement, pour le ménage modeste, il y a un plafond salaire pour les demandeurs. Et vous direz que ça ressemble au logement social français finalement dans le principe? C'est plus difficile d'accès malgré tout? Aujourd'hui, le pourcentage de ménages qui accédaient à logements sociaux, c'est de l'ordre de 7%. C'est pas beaucoup, mais en fait, le gouvernement chinois a établi un objectif très ambitieux, c'est-à-dire dans 5 ans, 20% de logements ménages doit être couvert par logements sociaux. Mais en ce moment, la politique il protège que les habitants urbains, c'est-à-dire les gens qui ont le titre du foyer urbain. Parce que ça, c'est spécial en Chine. D'accord. Et alors, on parle de logements sociaux, il y a aussi, Guillaume Janet, un autre problème, celui des logements vides. On bâtit beaucoup en Chine et des immeubles entiers sont vides. Comment on explique ça alors qu'il y a une forte demande du marché quand même? Mais vous avez plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, mais un des éléments, c'est la contradiction qu'on a relevée précédemment, qui est une volonté de maintenir une activité dans le secteur immobilier à un niveau acceptable et même de maintenir la croissance, de sorte à ce qu'elle continue à entraîner la croissance du pays. Et donc, il y a un financement public, on encourage, il y a une politique d'encouragement en fait, de la construction qui n'est pas toujours suivie d'une demande corrélative, notamment en termes de prix. L'inflation fait que les gens ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Donc un dernier mot peut-être pour conclure, les miniers, vous pensez que ça va être plus simple dans les prochaines années de se loger en Chine? Oui, je pense qu'avec le développement du logement social, ce sera plus simple, j'espère notamment. Vous, Guillaume Janet, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudra voir si les objectifs que se fixe le gouvernement chinois sont suivis des faits. Mais en tout cas, la première question, c'est est-ce qu'on va pas assister à l'éclatement d'une bulle immobilière qui aura des répercussions en Chine, mais aussi au-delà de la Chine et peut-être à commencer pour nous. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Li Mingye, je rappelle que vous êtes doctorante à l'Institut d'urbanisme de Paris. Votre thèse porte sur la politique du logement social en Chine. Vous, Guillaume Janet, vous êtes avocat au cabinet Gide. Vous avez vécu en Chine et travaillé sur des projets immobiliers. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci au musée Guimet qui nous a accueillis et rendez-vous dans 15 jours.